Bienvenue dans le podcast du cyber indépendant. Je suis Alexandre, entrepreneur digital, créateur de contenu et investisseur. À 25 ans, j'ai compris une chose. Je ne voulais pas d'une vie de salarié. Je voulais une vie à la hauteur de mes ambitions. Mon objectif, les 3 libertés: financière, géographique et temporelle. En 2018, j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en ligne. En quelques mois, mes activités sur Internet m'ont permis d'atteindre cette liberté. Depuis 2019, je partage mon expérience et j'aide celles et ceux qui veulent devenir libres grâce au digital. Pour aller plus loin, je propose des coachings, accompagnements et formations en ligne. Toutes les informations sont sur alexandrechimbaud.com et en description de cet épisode. Et comme, à notre habitude, de manière hebdomadaire, chaque lundi, on se retrouve pour un nouvel épisode du cyber indépendant. Et vous l'avez vu au titre, on va être cette semaine et la semaine prochaine sur un double épisode. En fait, à la base, lorsque j'ai démarré l'écriture de cet épisode, je me rendais compte que c'était un gros morceau quand même. On va s'attaquer à un gros morceau, vous allez le découvrir. Et je trouvais ça plus pertinent de vous le faire en 2 parties pour prendre le temps de développer chaque point un par un. Et puis également, l'autre raison, c'est que demain, je pars au Sri Lanka pendant 15 jours. Donc il va me falloir un petit peu de matière, puisque c'est pas en plein milieu du Sri Lanka que je vais prendre mon micro et vous faire un podcast d'1 heure sur le livre de Robert Greene qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'était plus pertinent pour moi de tourner ça en double épisode. Et c'est vrai qu'on va s'attaquer vraiment aujourd'hui à un des livres d'ailleurs les plus vendus dans le monde. On va voir les chiffres, on va découvrir un petit peu en amont qu'est-ce que ce livre et qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Et puis évidemment, on va découvrir ensemble ces fameuses 48 lois du pouvoir. Une par une, on va les creuser, on va voir comment vous pouvez les adapter au quotidien dans votre business pour une utilisation qui peut être aussi bien positive que négative. Vous en faites ce que vous voulez en tout cas, mais c'est vrai que ce livre pourrait être très mal utilisé. C'est un peu un grimoire qui peut vous donner un certain pouvoir et mal utilisé peut faire quand même pas mal de dégâts. Donc voilà, on va découvrir tout ça dans cet épisode. Je tiens à le rappeler, comme à chaque fois, que cet épisode, vous pouvez le découvrir sur les plateformes de podcast classiques. Apple Podcast pour la plus connue, Spotify, Deezer, il y a quoi d'autre ? J'en ai pas en tête là, mais il y en a plein, voilà. Donc vous pouvez me découvrir sur le format podcast. Et si vous souhaitez avoir également la vidéo en plus, le podcast est disponible sur YouTube directement. Voilà, c'est sympa aussi. Moi, je sais que j'aime bien les podcasts vidéo. Je trouve que c'est plus sympa. Après, ça dépend des moments. Si vous êtes en voiture, ne mettez pas un podcast vidéo, par exemple. C'est quand même plutôt déconseillé. Je vous le déconseille. Vous risquez d'avoir des problèmes. En tout cas, voilà, ça me fait super plaisir de vous retrouver comme chaque semaine ici. Je vais, comme à chaque fois aussi, faire un petit point de news rapidement. J'ai volontairement pas beaucoup de nouvelles encore. C'est vrai que c'est avec plusieurs épisodes que je dis ça, parce que en fait, j'ai énormément de boulot de mon côté, je travaille beaucoup, mais pour autant, il ne se passe pas non plus énormément de choses dans ce travail. Voilà, je développe plein de choses, j'ai mes clients, j'ai les vidéos, les podcasts à tourner, mais pour le moment, j'ai pas trouvé de choses qui sont hyper pertinentes à vous dire. Je vais pas, par exemple, vous raconter ce que j'ai mangé hier ou ce que je vais faire demain. Demain, je vais partir au Sri Lanka, je vous l'ai dit, mais vous avez compris. L'idée, c'est de garder quand même ce point actualité, mais de donner des choses qui sont pertinentes et intéressantes à chaque fois. Voilà, donc principalement, la nouvelle, c'est que oui, demain, je pars au Sri Lanka pendant 15 jours. Le programme va être cool, le programme va être sympa, et ça sera pas trop chargé par rapport à Bali que j'ai pu faire l'année dernière, ou le Japon, où là, c'était vraiment épuisant de fou. C'était pas des vacances, c'était un voyage. Il faut bien dissocier les deux. Vacances, je trouve que ça a plus une notion de repos. On chill, on fait pas grand chose. Voyage, ça a plus une notion d'activité, de découverte. Et là, clairement, c'est parfois beaucoup plus crevant que le quotidien qui est parfois quand même assez chargé.
Voilà, donc bon, eh ben, ça va être, je pense, un peu un mix des deux, mais quand même tourner un peu plus vacances. Donc ça va faire du bien et je sais que j'en ai besoin après toutes ces semaines assez chargées. Euh, c'est tout, en fait, ce que je m'étais donné comme news. Je vais également, comme je l'ai dit, donc ce podcast sera divisé en deux parties. Ça va être très long, enfin ça va être très long, du moins coupé en deux ça devrait aller, mais on a quand même 24 lois du pouvoir à découvrir ensemble, donc je pouvais pas non plus me permettre de faire un point actualité aussi long. Je tenais juste à vous remercier surtout d'être de plus en plus nombreux à me découvrir, à écouter régulièrement le podcast du cyber indépendant. Les vues là sur la chaîne ont explosé. Avec les formats courts, j'ai quasiment triplé mon nombre de vues. C'est juste dingue. Il y a de plus en plus de personnes qui écoutent le podcast, même si je sais qu'en 2026, c'est pas facile. Le format de podcast est difficile. Il y a beaucoup de personnes déjà qui font des podcasts. Il y en a énormément. Donc forcément, plus il y a de personnes qui sont dans un marché, moins il reste de parts de ce marché. Donc c'est compliqué de se différencier, compliqué d'arriver avec un format de podcast comme celui-ci. Et puis, voilà, c'est le temps d'attention aujourd'hui, et même pour moi, c'est plus difficile de rester concentré sur un contenu long. Donc c'est un format qui est pas facile, et pourtant j'arrive quand même à commencer à tailler ma petite part là dans ce format, donc ça me fait plaisir et je ne peux que vous inviter à me soutenir sur le format, si ça vous plaît, à le partager autour de vous, à mettre un avis sur Apple Podcast, à aimer cette vidéo si vous la regardez sur YouTube, à mettre un petit commentaire. Voilà, c'est pas grand chose, ça vous prend un clic, ça vous prend quelques secondes, mais au moins derrière, ça m'encourage à continuer ce format podcast. Pour le moment, tous les voyants sont ouverts, donc je vais continuer à proposer ce contenu, mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, si d'ici quelques mois je vois qu'il y a un ralentissement et que ça peut plus ou moins, je dirais pas jusqu'à plomber ma chaîne YouTube, mais si je vois que l'algo me met pas en avant et que c'est quand même que c'est pas hyper rentable, je serai contraint malheureusement d'arrêter ce format pour bien me recentrer sur d'autres types de formats, puisque c'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie. Et à la veille de mon départ, j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, mais en tout cas, non, ça me fait toujours hyper plaisir de vous faire ce type de contenu, de vous faire ce format podcast. Mais juste, voilà, partagez, aimez ce contenu. Et ça soutient énormément. Et on a plein de choses à traiter, en fait. On a plein de sujets, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc vous verrez ça sur les prochains podcasts. Je prépare également des interviews aussi. Il y a 2-3 interviews qui devraient arriver prochainement. Donc j'ai hâte. On n'a juste pas réussi à se coordonner avant mon départ au Sri Lanka. Mais à mon retour, ça devrait le faire. En tout cas, voilà pour cette petite introduction. Cette introduction news, podcast. On va passer maintenant au vif du sujet. On va parler du livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, Power. Ce livre que j'ai là, ici, voilà, qui est juste là. Je vous le présente. Un best-seller. Il y a 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il a été traduit en 24 langues. Et il y a aux USA à peu près un peu plus de 1,2 million d'exemplaires vendus. C'est énorme, et ce livre de Robert Greene est une vraie référence. Vous allez voir de quoi il parle. C'est pas juste un livre de manipulation, c'est un livre de lucidité et qui permet également de se défendre face à la manipulation. En fait, je vais pas vous donner un peu les codes de la manipulation. Je vais pas vous apprendre en décryptant ce livre à votre tour manipuler autrui, mais plus à vous défendre, ok ? C'est un petit peu comme les sports de combat. L'idée, c'est pas de fracasser n'importe qui dans la rue, c'est juste de pouvoir se défendre en cas d'attaque. C'est exactement l'idée et un peu la conclusion de ce livre, même si je vais pas trop m'avancer. Donc revenons-en à ce livre, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, un des livres les plus lus au monde, notamment par 50 Cent, Jay-Z, Will Smith, Michael Jackson, qui apparemment annotaient les pages. Il y a une rumeur autour de ce livre qui apparemment est quand même assez avérée, d'après les recherches que j'ai pu faire, c'est qu'il est interdit dans certaines prisons américaines. Donc c'est quand même pas rien, ça montre en fait la puissance du contenu et que ce qu'il enseigne peut être quand même assez dangereux.
si c'est mal utilisé. Voilà, en fait, c'est un petit peu comme comme une sorte de sport de combat, mais si c'est mal utilisé, ça peut faire quand même pas mal de dégâts, donc attention en tout cas aux conseils, aux lois que l'on va découvrir ensemble. On va donc dans cet épisode, cette semaine, parler des 24 premières lois. Ça monte pas crescendo forcément, hein, c'est pas parce que la première loi est pas meilleure que la 48e loi. Mais en tout cas, ça va être coupé en 2 parties. Donc évidemment, je vous invite à voir le 2e épisode qui sortira la semaine prochaine. Et si vous tombez sur le 2e, à voir le 1er, évidemment, pour avoir la liste complète de ces 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et accrochez-vous, puisque il y a énormément de conseils, il y a énormément de choses qui sont hyper judicieuses. Et c'est vrai que la première fois que j'ai eu connaissance de ce livre, j'ai appris tellement de choses que ça a changé pas mal de choses, pas mal de perceptions, et ça me permet de me protéger aujourd'hui de pas mal de comportements qui peuvent être nocifs et qui peuvent être réellement de la manipulation. J'espère donc que ce podcast, que ce livre que l'on va décrypter ensemble va vous aider à vous préparer à tout ça. Et voilà, ma lumière vient de se couper au moment où je viens de terminer cette introduction. C'est juste incroyable, la synchronisation. C'est juste dingue. En tout cas, on commence avec la première loi. La première loi de ce livre, ne surpassez jamais le maître. Ceux au-dessus de vous, en fait, doivent toujours se sentir supérieurs. Il faut garder une sorte de respect hiérarchique, puisque si on brille trop, on peut déclencher peur et insécurité par la personne au-dessus de nous, par son supérieur. Plus on fait briller en quelque sorte la personne au-dessus de nous, plus on peut monter. Il y a un petit peu le même effet que d'aspiration dans les sports automobiles, ou même dans le vélo aussi, les sports, on va dire, on doit se déplacer d'un point A à un point B, voilà, si vous êtes devant, vous allez créer de l'aspiration, et les personnes derrière vont pouvoir profiter de cette aspiration. C'est un petit peu la même chose, mais si vous essayez de passer devant, eh bien ça peut vous retomber dessus. Le meilleur exemple à ça, c'est Nicolas Fouquet, qui était le ministre des Finances de Louis XIV à l'époque, ça fait donc un bon moment maintenant, qui a organisé une fête tellement somptueuse qu'il a finalement éclipsé le roi, il a éclipsé Louis XIV. Et résultat, il a été arrêté le lendemain, emprisonné à vie. Donc ça montre en fait que quand on est second, quand on est en dessous, il faut faire attention à ne pas trop briller au point où ça peut se finir comme ça. Alors, à notre époque, emprisonner à vie pour ça, pour organiser une fête, je pense pas, mais on peut vous mettre sur un siège éjectable et vous faire sauter à un moment donné. C'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, à l'inverse, on a Galilée qui a dédié sa découverte aux Médicis au lieu de se mettre en avant. Et ça lui a assuré une belle carrière. Donc comment appliquer ça dans le business ? Je me suis mis que si vous bossez pour un client ou un partenaire plus gros que vous, mettez-le en valeur. Mettez en avant, en fait, la personne qui vous a embauché, par exemple, la personne avec qui vous travaillez. Ne montrez surtout pas que vous êtes plus malin que cette personne et montrez plutôt que vous rendez, en fait, cette personne plus malin. Vous êtes le second. C'est ce qu'on voit un petit peu dans les films. En fait, c'est un peu la même chose. Je pense par exemple au Seigneur des Anneaux, par exemple. On voit que Sam, en fait, est le second de Frodon. Et il ne cherche pas à prendre sa place. Il cherche justement à l'épauler. Et c'est dans ce cadre un petit peu hiérarchique que finalement les deux arrivent à un but final. C'est un petit peu la même chose. Si l'élève essaye de dépasser le maître, en général, ça finit quand même assez mal. Et dans la pop culture, je vous renvoie aussi vers Star Wars. Voilà, allez voir. c'est juste des exemples, mais ça peut montrer effectivement dans un cadre, on va dire un peu moins sérieux, ça montre en fait que souvent, quand l'élève dépasse le maître, ça finit toujours assez mal. En tout cas, le talent sans intelligence sociale, c'est une bombe à retardement, assez souvent. Donc attention à ça. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis, apprenez à utiliser vos ennemis. On a plus à craindre de ses amis que de ses ennemis. Un ami peut trahir par envie, par jalousie, par habitude. Un ancien ennemi que tu récupères sera
plus royal, il a tout approuvé. Alors celle-là, elle est forte. Celle-là, elle est assez dingue. Mais en fait, elle est assez logique, puisque les personnes autour de nous, et je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, les personnes autour de nous peuvent assez rapidement connaître nos craintes, nos peurs, nos fragilités. Et si pour X raison elles décident de se retourner, elles auront toutes les armes pour le faire assez rapidement. Donc il faut faire attention à ça. À un ami, ça peut trahir par envie, par jalousie, par habitude, il y a 1000 raisons qui peuvent amener à une trahison à un moment donné. Donc attention à ça. Par contre, un ennemi récupéré peut être plus loyal dans le sens où lui derrière a quand même un besoin de prouver. En fait. Et ça, c'est un parfait exemple, c'est l'empereur Sung, je ne sais pas si je prononce bien son nom, de Chine. Au lieu de punir un rival, ce qu'il fait, il l'invite, il le traite royalement, et puis il lui envoie les preuves de sa conspiration. Voilà, le rival touché devient plus son fidèle allié. C'est cette stratégie de retournement. On prend quelqu'un qui est contre nous et on arrive comme ça à le retourner. Donc attention, comme on le dit, il y a aussi l'expression il faut être plus près de ses ennemis que de ses amis. C'est un peu la même chose finalement. Application dans le business, comment on peut appliquer ça ? Il ne faut pas recruter ses potes par défaut. Ça, c'est une erreur, par exemple, que j'ai commise plusieurs fois dans l'entrepreneuriat, que je ne commettrai plus, c'est de mettre en fait dans mes business, de recruter des potes. Puisque en général, moi ça a toujours mal fini. L'idée c'est plutôt de recruter des gens compétents et limite d'aller chercher un concurrent qui peut finir par nous respecter et qui va à la fin finir par devenir notre meilleur partenaire. Un ami te pardonnera tes erreurs, un ennemi converti jamais. C'est pour cela qu'il fera mieux. Donc c'est intéressant de penser comme ça et on voit en fait les choses un peu différemment. La troisième loi, dissimulez vos intentions. Ne révélez jamais le but derrière vos actions. Si les gens ne savent pas ce que tu prévois, ils ne peuvent pas se défendre. Utilisez des leurres, des diversions, des écrans de fumée. Il ne faut jamais mettre carte sur table. Il faut toujours garder des cartes dans sa manche. C'est hyper important pour se protéger, pour se préserver. Il faut toujours apporter un effet de surprise. Jamais, en fait, il faut éviter de trop en dire. Je ne vais pas me spoiler, mais c'est un peu la loi suivante qu'on va voir. Les deux sont quand même assez liés. Donc, gardez vos intentions pour vous. Vos intentions les plus profondes, il faut les garder pour vous. Un exemple, Ninon de l'Enclos, courtisane du XVIIe siècle, conseille un jeune marquis en séduction. Il échoue parce qu'il dévoile trop vite ses intentions, le mystère est brisé, le charme est brisé. Ça s'applique d'ailleurs énormément sur la séduction, par exemple. Et ça, c'est un autre livre de Robert Greene, L'art de la séduction. Peut-être qu'on verra ça une autre fois. Donc attention également à ça. Dans le business, ne dites pas à vos concurrents que vous vous lancez. Ne dites pas que ouais, je travaille sur ce projet et ce projet va être par exemple prenez l'exemple que vous avez un concurrent dans votre thématique, n'allez pas le voir et n'allez pas lui dire que vous allez faire la même chose que lui, ou du moins quelque chose qui y ressemble, mais mieux sur certains points. Ne lui délivrez pas votre plan. Ayez l'effet de surprise. Surtout. En négociation, ne montrez jamais votre vrai plafond. Gardez toujours une carte cachée. En négo, par exemple, ça c'est un truc simple de négociation, il ne faut jamais donner le prix. Quand on veut vendre quelque chose, alors on indique un prix, par exemple sur les plateformes de vente, on indique un prix indicatif, mais en général, c'est toujours la personne qui donne le prix qui perd. Donc il faut toujours en fait repousser. Moi je sais que quand je vends un truc, on me dit ouais, quel est votre dernier prix ? Je donne jamais de dernier prix. Je dis combien vous me proposez et après j'ajuste. C'est toujours plus facile de corriger. Donc il faut toujours en fait ne pas montrer ses vrais plafonds puisque ça se retourne contre nous. Gardez toujours une carte cachée, ça c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir toujours un as dans sa manche à sortir à n'importe quel moment. Le mystère crée le respect, la transparence totale crée la vulnérabilité. Il faut entretenir le mystère, peu importe ce que vous faites. Quatrième loi du pouvoir, dites-en toujours moins que nécessaire. Elle ressemble un petit peu à la dernière, mais vous allez voir, il y a quelques petits trucs qui changent. Plus tu parles, plus tu as l'air banal et peu maître de toi.
Les gens puissants impressionnent parce qu'ils sont peu loquaces. Une fois les mots sortis, impossible de les reprendre. C'est un petit peu aussi des leçons de rhétorique que l'on peut voir. J'aime bien donner par exemple des exemples un peu de pop culture, mais on voit par exemple le personnage de Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders qui a été construit justement, vraiment cette loi a été très très bien appliquée pour lui. Il dit très peu de choses, et le peu de choses qu'il dit ont beaucoup plus d'impact. Quelqu'un qui va faire que de parler comme ça, qui va dire ouais, machin, qui va tout le temps parler, en fait, on va prendre ces mots comme des choses banales. Alors que quelqu'un qui va donner, qui va moins parler, moins que nécessaire, qui va donner à chaque fois peu d'informations et qui va entretenir le mystère, va avoir une meilleure, va donner une meilleure impression en fait autour de lui. Et c'est les pipelettes en général, on les écoute pas trop quand on regarde bien. Je pense que autour de vous, il y a forcément quelqu'un qui parle beaucoup, qui est là tout le temps, blablabla. Et bien cette personne généralement on ne l'écoute pas. On l'écoute moins que quelqu'un qui va pas dire beaucoup de choses, mais cette personne, quand elle va dire quelque chose, on va l'écouter. Donc là, je peux vous renvoyer vers de la rhétorique, là, pour le coup. Mais c'est ça, une fois que les mots sont sortis, c'est impossible de les reprendre. Et en plus, le fait de beaucoup parler peut amener à beaucoup d'erreurs. Louis XIV était célèbre pour répondre en une phrase quand on attendait un discours. Effet, chaque mot pesait une tonne. Moins vous allez en dire, plus les mots vont être lourds, plus les mots vont être importants et plus les mots vont être entendus. À l'inverse, plus vous allez parler et moins ils vont être entendus. Comment on peut l'appliquer sur le business ? C'est simple, en rendez-vous client, posez des questions. Écoutez, parlez peu. Ça, c'est une des premières choses que j'ai appris dans ma carrière pro, dans la vente à l'époque, c'est qu'il fallait laisser au client, au prospect, la discussion. C'est à lui de parler. Quand il y avait un client qui rentrait, quand je travaillais dans la téléphonie à l'époque, mon premier boulot, ça remonte, c'était il y a maintenant 15 ans, dur, dur, mais je le laissais poser des questions. Bonjour, j'ai besoin de ça, d'accord, expliquez-moi. Et en fait, la personne parlait, et en plus de ça, elle apportait elle-même les propres solutions à ses problèmes. Donc, c'est important de laisser les personnes parler et finalement parler peu. Moi, je posais juste des questions bien placées, des questions ouvertes bien placées qui me permettaient d'apporter la meilleure solution possible aux clients. Sur les réseaux, moins tu postes, plus chaque publication a d'impact. Alors, c'est vrai et pas vrai en même temps. Alors, ça dépend en fait quelle est votre stratégie derrière, mais plus publier plus de contenu est parfois une bonne solution pour se battre contre l'algorithme. Mais c'est plus une notion d'algorithme en fait. Si on enlève le cadre de l'algorithme, oui, à ce moment-là, moins on poste et plus chaque publication a un impact. Sur ça, je suis totalement d'accord. Mais il y a, on va dire, un troisième... il y a un troisième truc, une triangulaire, voilà, je cherchais le mot, qui est là, qui est l'algorithme. Et là, effectivement, il peut lui-même nous shadowban, alors que le peu de contenu qu'on pose peut être pertinent. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est plus applicable dans la vie de tous les jours. Et le silence crée un espace que l'autre remplit avec ses propres révélations. Il faut apporter le silence. La bouche est la porte de tous les malheurs. Voilà. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme votre vie. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Avec une réputation forte, tu intimides et tu influences sans effort. Avec une réputation détruite, un pouvoir anéanti. Il faut protéger sa réputation comme sa vie. Ouais, c'est un peu dur, c'est un peu fort, je trouve, comme sa vie, mais en fait c'est réel. Il faut veiller à conserver une bonne réputation. Et le truc avec la réputation, c'est que c'est difficile de se la construire. Ça prend du temps, c'est difficile, c'est pas évident, et elle s'effrite très vite. Vous pouvez la perdre en 2 temps, 3 mouvements, alors que vous pouvez la construire, et il va vous falloir peut-être des années pour la construire. C'est ça le plus dur avec ça. C'est valable notamment sur les réseaux. Il y a beaucoup de créateurs qui vont poster pendant longtemps, apporter énormément de valeur, et au moindre truc, ça peut juste être une tournure de phrase qui est mal compris aussi parfois, et bien tout s'écroule. Et beaucoup de personnes sont tombées comme ça. Donc la réputation est difficile. Construis ta réputation autour d'une qualité mémorable. Générosité, efficacité, honnêteté. Surveille et étouffe toute attaque contre ta réputation immédiatement. Parallèlement, sape la réputation de tes adversaires si nécessaire. C'est là où on voit que ce livre
peut vraiment être mal utilisé, sape la réputation de tes adversaires si nécessaire. Ce qu'on apprend ici, c'est pour se défendre soi, mais effectivement, ça peut aussi servir d'attaque. Dans le business, avec clients, témoignages, preuves sociales, c'est l'armure, c'est important. Il faut chercher assez rapidement à développer des avis clients, avoir des témoignages, avoir des preuves sociales qui montrent les résultats de notre travail. Un seul avis négatif non traité peut détruire des mois de travail, et c'est souvent ce qu'on va regarder. On va regarder les avis négatifs et on va se dire, ouais, bah là, vu les avis négatifs, il y a un seul avis négatif et 50 avis positifs. Ce qui va être retenu, souvent, c'est le seul avis négatif. C'est le souci. Donc attention à ça. Phrase clé, ta réputation arrive dans la pièce avant toi, fais en sorte qu'elle travaille pour toi. Voilà, il faut protéger sa réputation comme sa propre vie. C'est hyper important. Loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Ce qui n'est pas vu n'existe pas. Créer la sensation, le scandale même, toute publicité est bonne. Ou au contraire, aurez-vous de mystère pour fasciner. Ayez du mystère autour de vous pour fasciner. C'est totalement vrai, ce qui n'est pas vu aujourd'hui n'existe pas. Vous pouvez avoir le meilleur produit, les meilleures offres, apporter le meilleur contenu. Si vous n'êtes pas vu, vous n'existez pas. Et pour ça, il faut créer la sensation, le scandale. Et c'est d'ailleurs ça qui fonctionne en fait aujourd'hui, c'est le scandale. C'est tout ce qui est politique, c'est tout ce qui touche à des débats, c'est tout ce qui touche à de l'actualité dure. C'est ça en fait qui amène de l'attention et c'est ça qui permet de fonctionner. Voilà. Et c'est malheureusement, ça tourne comme ça, mais c'est une réalité. C'est beaucoup plus aujourd'hui facile de percer en créant du contenu à sensation, à scandale, qu'en créant du contenu full valeur. Et c'est ce qu'on voit avec les médias d'ailleurs, où le biais de négativité est omniprésent, et les médias où il n'y a que du positif, finalement, fonctionnent assez mal. C'est le souci. En tout cas, pour vous, eh bien, c'est valable de faire ça si vous souhaitez avoir de l'audience. Exemple, P.T. Barnum, il créait des polémiques volontaires autour de ses spectacles. Les critiques négatives augmentaient sa notoriété. Mata Hari également, son mystère la rendait irrésistible. Voilà, faut jouer avec ça, entretenir le mystère. Le contenu polarisant, en tout cas pour le business, si vous voulez l'appliquer, un contenu polarisant est supérieur à un contenu tiède. Le fait aussi de s'associer à un camp versus un autre camp, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien dans le business, dans le copywriting, dans la rédaction, c'est quelque chose de très puissant. On est l'ennemi d'eux, l'ami de mon ami, c'est ça, l'ennemi de mon ami est mon ami. C'est exactement ça aussi. Ça permet de polariser. D'être un petit peu au milieu de tout le monde ne fonctionne pas en général pour réussir à avoir de l'attention sur soi. Prendre position, créer le débat, prends position, créer le débat soit mémorable. C'est ça. Et le pire ennemi, c'est l'indifférence à tout ça. Donc si vous souhaitez avoir du contenu qui fonctionne, gardez ce conseil en tête, puisque ça peut être un bon moyen d'avoir des vues. Voilà. Phrase clé, donc, mieux vaut être critiqué qu'ignoré, parce que sinon... vous serez totalement invisible. Loi numéro 7. Celle-ci, elle est elle est spéciale. Laissez le travail aux autres, récoltez-en les lauriers. Utilisez le travail, le savoir et les idées des autres. Positionnez-vous comme le visionnaire, pas l'exécutant. Le pouvoir grandit quand tu conserves ton énergie. Et ouais, il y en a plein qui le font, ça. Regardez un petit peu autour de vous, mais c'est ça, utiliser le travail, le savoir et les idées des autres. Il faut se positionner donc comme quelqu'un qui a la vision, qui n'est pas un exécutant, quelqu'un qui a, on va dire, créé tout ça. Et comment on peut l'appliquer dans son business ? Il faut déléguer l'exécution, il faut garder la vision stratégique. Les tâches à faible valeur ajoutée, soit il faut les déléguer avec une IA, soit il faut les déléguer à des personnes qui sont prêtes à le faire. Mais il faut garder la vision stratégique, il faut être le maître à bord, il faut être le chef d'orchestre et les personnes autour sont là pour accompagner. Il faut sous-traiter la technique, récolter la valeur perçue.
Ça, c'est la base, clairement, du côté successful, en mode, vous avez réussi. C'est de pouvoir faire ce petit travail aux gens qui acceptent de le faire. Hein. C'est le principe même d'ailleurs de l'entrepreneuriat, en quelque sorte. Le génie n'est pas de tout faire soi-même, c'est de tout orchestrer. Donc attention à ça, aux personnes, moi je sais que j'aime bien tout faire moi-même, ce conseil est très juste dans le sens où l'idée de tout faire soi-même, c'est bien pour peut-être un peu de gratitude, peut-être un peu d'ego, de se dire ouais je fais tout seul, mais en fait derrière, on en laisse beaucoup à côté et on récolte peut-être pas de laurier puisqu'on n'a pas assez d'énergie pour créer assez de choses et avoir justement les lauriers à cela. Donc il faut se positionner comme un chef d'orchestre. Loi numéro 8, faites venir les autres à vous. Quand tu forces les autres à agir, tu contrôles la situation. Attire-les avec des appâts, puis frappe. Garde l'initiative, celui qui réagit a déjà perdu. Et ça, c'est, je trouve, hyper bien appliqué au business. Moi, c'est une stratégie d'ailleurs que j'ai toujours appliquée dans mon business et qui, à mon sens, fonctionne bien. C'est que je ne fais que très très peu de démarchage. La réalité, c'est que j'en ai jamais fait avant 2026. Je me rends compte aujourd'hui de l'enjeu et de la concurrence qui est parfois de plus en plus féroce. Je démarche même pas 5% en fait du temps. Les 95% restants, c'est je mets en place mes systèmes pour que les clients viennent vers moi. Et ça, vraiment, c'est pour moi le bon choix à faire. C'est de ne pas courir après les clients. Je reçois tellement de mails, de démarchage, etc. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Il faut créer un système qui attire. Ça peut être des tunnels de vente, du contenu, de SEO, toutes ces choses-là. En fait, et celui qui demande un rendez-vous, celui qui va avoir besoin de vous, est en quelque sorte en position de faiblesse, parce que c'est pas vous qui avez sollicité cette personne pour travailler, c'est cette personne qui vous a sollicité pour travailler avec vous, et ça change beaucoup de choses en termes de rapport de force. Vous pouvez après derrière, dire pour travailler avec moi, ça va coûter tant, ça va se passer comme ça. Alors qu'à l'inverse, si vous faites du démarchage et que vous dites bonjour, j'ai ça à vous vendre, on n'est pas en position de force. Donc c'est ça, il faut créer ces systèmes. Le meilleur piège, c'est celui où la victime vient d'elle-même. On attire les papillons à soi, on cultive son jardin pour que tous les papillons viennent vers nous. On se développe, on se forme, on met en place un système et tout le monde après va nous approcher. Loi numéro 9, gagnez par vos actes, jamais par vos arguments. Les actions sont infiniment plus convaincantes que les mots. Démontrer, argumenter. Démontrer est supérieur qu'argumenter. Personne ne discute un fait accompli. C'est le même paradoxe avec le fait qu'on ne juge pas par les paroles, mais on juge par les actes. C'est ça. C'est par nos actes, en fait, qu'on doit concrètement être jugé. Il ne faut pas écouter les paroles, il ne faut pas écouter ce que l'on vous dit, mais plus voir comment c'est fait, de telle manière c'est fait, comment c'est appliqué. Et des cas comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines, j'en vois tout le temps en fait au quotidien. Les personnes qui vont dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je fais ça, je fais ci. Ok, montre-le. Moi si la personne me le montre, ok. Mais je ne peux pas juger par ce que quelqu'un va me dire. Parce qu'on peut dire finalement ce qu'on veut. C'est le piège. Et là, c'est plus à moi de se protéger, je trouve, hein, de ne pas tomber là-dedans. Dans le business, montrez vos résultats au lieu de promettre. Attention aux promesses, il faut montrer les résultats accomplis. Étude de cas, portfolio, témoignage. Ça peut être c'est supérieur en fait à un discours commercial. Vous pouvez prendre les meilleurs arguments marketing, un très bon copywriting. C'est très souvent bien insuffisant que quelqu'un qui va réellement montrer étude de cas, portfolio, témoignage à l'appui. Attention à ça. Et puis un prototype vaut 1000 présentations PowerPoint. Et ouais, être dans l'action, être dans l'acte et pas juste dans la parole. Les mots convainquent, les preuves convertissent. Alors si vous pouvez faire les deux, évidemment, c'est bien, hein, de convaincre avec ces mots et après de prouver pour convertir. Loi numéro 10. Évitez les malheureux et les malchanceux. Alors celle-ci, ça va vous faire du bien pour vous protéger, clairement.
Les états d'âme, en tout cas, sont contagieux. Fréquenter des gens négatifs, c'est s'inoculer leur poison. Associe-toi aux gagnants, aux optimistes, aux battants. Soignez votre entourage. Il faut soigner les personnes que l'on fréquente. Comme on dit, on est souvent la moyenne des 5 personnes. C'est exactement la phrase clé que je me suis notée. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Choisissez-les comme tu choisis tes investissements. Si autour de vous, vous êtes entouré que de personnes qui sont ultra négatives, en fait, des personnes qui ont des paradigmes qui sont totalement à l'opposé du vôtre, des personnes qui passent leur temps à critiquer, à se plaindre que tout va mal, etc., eh bien, c'est contagieux. Et malheureusement, vous allez absorber cette énergie négative et ça va pas vous aider. Donc il faut éviter ces personnes malheureuses et malchanceuses. Votre réseau définit votre niveau. Vire les clients toxiques même s'ils paient bien. C'est peut-être pas facile, mais si vous avez des clients nocifs qui vous fatiguent du jour au lendemain, il faut dire stop avec eux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tous les clients vraiment casse-pieds, etc. Moi, j'ai cessé toute collaboration avec cette personne. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, c'est usant à force et c'est très contagieux et c'est pas bon. Il faut s'entourer de gens qui élèvent ton standard, des gens qui vous poussent. Ça peut être des personnes qui vont vous aider lors d'un coaching, qui vous apportent des clés, des solutions. Si vous n'avez pas des personnes comme ça dans votre entourage, n'hésitez pas à réserver un coaching avec moi. Vous avez tous les liens en description. Bam! Vous la voyez la promo qui est passée là? Là, je l'ai bien placé au bon moment. Non, mais c'est ça, il faut s'entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut. Pas des personnes qui vont vous enfoncer, qui vont dire non, mais ouais, non, mais ça, non, ah, puis moi je suis négatif, je suis pas bien, etc. Machin. Non, il faut des personnes qui aient la niaque, qui aient l'envie. Et il faut absorber cette énergie de ces personnes. Elle est importante, cette loi, en tout cas. Loi numéro 11. Rendez les autres dépendants de vous. Pour garder ton pouvoir, fais en sorte qu'on ait besoin de toi. Plus tu es indispensable, plus tu es intouchable. Ne partage jamais assez de savoir pour qu'on puisse te remplacer. Celle-ci, je l'adore. Personnellement, c'est une des lois que j'applique peut-être le plus de tout ce livre, parce que l'idée c'est aussi que je vous donne un peu mon expérience personnelle dans tout ça, mais je dévoile jamais tout. Voilà, je dévoile jamais toutes mes cartes, et clairement, de par ce que je fais, ce que je sais faire, je peux donner des petits tips, mais je sais que je me rends le plus indispensable possible, le plus dépendant. Et c'est le cas avec d'ailleurs des personnes avec qui j'ai pu travailler dans le passé, et même encore aujourd'hui, je sais que ces personnes reviennent vers moi j'ai pas les chiffres là, je vais pas vous dire de bêtises, mais quasiment à chaque fois, en fait, les personnes retravaillent avec moi parce que déjà la qualité du travail est là, mais en plus, ils sont plus ou moins dépendants de par tout ce que j'ai mis en place. Ils se disent ouais, mais je vais aller ailleurs, mais en fait non, ça va être trop compliqué. Lui a fait le travail de manière top, en plus il a déjà accès à tout, il sait déjà tout faire, il a déjà tout, donc pourquoi j'irai voir ailleurs ? C'est ça, il faut se rendre dépendant. Pour garder ton pouvoir, fais en sorte qu'on ait besoin de toi. Plus tu es indispensable, plus tu es intouchable. Ne partage jamais assez de savoir donc pour qu'on puisse te remplacer. Dans le business, donc, créer de la dépendance positive, expertise unique, système propriétaire, relations personnelles. Système propriétaire, je l'aime bien celui-là. Je suis en train de vibe coder tous les outils perso que je vais utiliser pour moi et pour mes clients. Voilà. Pour en fait être totalement indispensable. J'ai des outils, j'ai tout développé en interne. Comme ça, les personnes ne pourront pas en fait aller typiquement ailleurs. Si ton client peut faire sans toi demain, tu n'as aucun pouvoir de négociation. Attention à ça. Si vous vendez par exemple des sites internet et que vous leur vendez un accès où ils peuvent tout modifier eux-mêmes, vous savez que derrière, ils peuvent assez rapidement vous dire au revoir. Donc il faut créer quand même des outils, des moyens, en quelque sorte de les enclaver dedans, même si je reconnais que des fois ça peut être un peu bloquant. La liberté que tu donnes aux autres de te quitter est proportionnelle au pouvoir que tu leur donnes sur toi. Voilà. Loi numéro 12, on est à la moitié. Et ouais, ça fait beaucoup de lois, je me dis on est à 40 minutes de podcast. Il en reste quand même encore 12 à faire, et puis je vais enchaîner sur l'autre épisode. Ah, les 48 lois du pouvoir, là je vais les connaître par cœur, là. Là, clairement,
Désarmé par la générosité stratégique. Un geste d'honnêteté ou de générosité bien placé désarme les défenses. Les gens baissent leur garde quand ils reçoivent quelque chose d'inattendu. La clé, que le geste paraisse sincère. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, hein. Un geste d'honnêteté de temps en temps, de générosité, ça désarme les défenses, ça casse un peu le truc. Par exemple, prenez le contenu gratuit de valeur, c'est une des meilleures armes commerciales aujourd'hui. D'apporter par exemple un audit complet sur 10 pages pour un prospect, il va se dire « Waouh, c'est un beau cadeau quand même, c'est du temps de travail. » Ouais, c'est un moyen aussi de se démarquer. Un lead magnet qui aide vraiment crée plus de confiance que sans publicité. Vous apportez tout de suite de la valeur, c'est-à-dire qu'avant de vendre quoi que ce soit, vous donnez déjà beaucoup de choses à votre prospect. Alors oui, on pourrait dire « Bon, mais il prend tout, il se casse. » En fait, c'est une sorte de biais de réciprocité derrière et la personne a envie d'aller avec vous, a envie de continuer avec vous, souvent. Donne avant de demander. C'est un des pires moves, je trouve, commercial, que de restreindre, que de diminuer en fait ce qu'on te donne. Car en général, plus on donne aux prospects et plus finalement derrière, on a une sorte de rétribution, comme j'ai dit, de réciprocité qui s'applique. Phrase clé, un cadeau bien placé ouvre des portes que l'argent ne peut pas acheter. Voilà. Loi numéro 13, faites appel à l'intérêt, jamais à la pitié. Quand tu as besoin d'aide, ne supplie pas, montre ce que l'autre a à y gagner. Les gens agissent par intérêt personnel, jamais par bonté pure. Trouve le bénéfice pour l'autre et mets-le en avant. Ouah, celle-là, je la trouve dingue. Cette loi numéro 13, elle est dingue. Hein. Mais c'est vrai, il faut jamais supplier. En fait, hein, quand on a besoin d'aide, il ne faut pas supplier, il faut montrer ce que l'autre a à y gagner. Encore plus, cette personne est supérieure à vous d'une certaine manière, que ce soit dans le cadre d'une entreprise, par exemple, supérieure financièrement. Il faut en fait lui apporter ce que l'autre va gagner dans cette démarche. Le pire truc, c'est vraiment le commercial qui va appeler, dire « Ouais, alors moi j'ai ça à vous vendre » et donner les caractéristiques d'ailleurs. Hein. Ouais, alors ça fait ci, ça fait ça, pitié, achetez-le quoi. Non. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? C'est un peu le principe de vendez-moi ce stylo, c'est ça. Avec Jordan Belfort. C'est alors ce stylo, il a une telle, comment dire, on utilise telle encre, voici ses caractéristiques, il est léger, il est en métal, il est en bonne finition, etc. Non, on s'en fout. L'idée c'est de demander à la personne si elle a de quoi écrire. Si elle n'a pas de quoi écrire, bien, tenez, vous avez ça, tenez, j'ai un stylo, vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez avec. Un outil d'écriture. Comme ça, on monte la valeur aussi. Bref. Mais les gens, en tout cas, agissent par intérêt personnel, hein, jamais par bonté pure. Il y a toujours un intérêt personnel à faire quelque chose. Même les personnes qui vont se revendiquer souvent être très altruistes le font aussi par intérêt personnel, le font même énormément par intérêt personnel. C'est un moyen pour eux de briller, en fait. C'est un moyen pour eux de se rassurer, de se montrer qu'elles sont utiles. Donc il n'y a jamais de bonté pure. C'est extrêmement rare d'avoir vraiment une bonté pure. En prospection, ne parle pas de toi, parle de son problème. Il faut parler du problème. Vous êtes là pour résoudre les problèmes. Dans un email, le sujet doit parler du lecteur, pas de toi. Et puis l'offre doit répondre à un désir, pas à sa fierté. Personne n'achète parce que tu en as besoin, les gens achètent parce qu'ils en ont besoin. Et d'ailleurs, les gens n'achètent pas pour les raisons qu'on peut le croire. Hein. Il y avait un super post que j'avais vu passer, je crois que je l'ai enregistré quelque part, mais qui était très pertinent. Par exemple, les gens achètent du Nike pour le côté prestige sportif. Ils n'achètent pas du Nike parce que c'est plus beau ou plus sympa. C'est juste que ça leur donne l'impression d'être plus sportif. Les gens achètent du Apple. J'avais fait d'ailleurs une vidéo à une époque pourquoi je ne suis plus Apple addict. Voilà, bon, je suis retombé dedans. Mais moi c'est les outils quand même de travail, mais beaucoup de personnes achètent pour le statut social. Donc ça c'est important de creuser. En tout cas, très bien cette loi. Loi numéro 14. Jouez les faux amis, soyez un vrai espion. Rassemble des informations en permanence sur ton environnement. Pose des questions déguisées en conversation banale. Connaître les motivations cachées des autres égale ta carte maîtresse. Il faut être un peu curieux. Il faut un peu poser des questions. Voilà. On est amis, tu peux bien me le dire. Ouais, en fait, on joue l'espion. On récupère des infos. L'exemple, Mata Hari, sous couvert d'une danseuse mondaine, elle récoltait du renseignement. Par exemple, dans le business, ça va être de la veille concurrentielle intelligente. En rendez-vous,
écoute plus que tu ne parles. Et les informations que tu collectes déterminent la qualité de tes décisions. J'ai pratiqué ce genre de choses il y a quelques mois, de poser des questions, de essayer de me renseigner, etc. Et ça fonctionne extrêmement bien, je vous l'assure. L'information, c'est le pétrole du 21e siècle. Celui qui en a le plus gagne. Comme on pourrait dire, le savoir, c'est le pouvoir. C'est la même chose. Loi numéro 15. Écraser complètement l'ennemi. Ne laissez... Ouais. Là, on comprend pourquoi ce livre peut donner de mauvaises idées. Ne laissez jamais un adversaire en position de revenir. Un ennemi blessé mais vivant est plus dangereux qu'un ennemi détruit. La demi-mesure est fatale. Terminez ce que vous commencez. Pas de demi-mesure. On écrase. Alors, ça va un petit peu en contradiction, par contre, avec le livre de Sun Tzu, qu'on a pu voir il y a 2 semaines, parce que lui, justement, disait que on laisse quand même une porte de sortie à l'ennemi pour éviter que ses ennemis se battent avec l'énergie du désespoir. Donc, il y a quand même, on va dire, une différence. Moi, je pense qu'il faut quand même écraser l'ennemi, mais laisser quand même une porte de secours pour que l'ennemi puisse partir. Je pense qu'il y a un mélange des deux à opérer, mais c'est vrai que plus on lit des livres, plus on apprend de choses, et plus on voit quand même qu'il y a souvent des éléments de contradiction. C'est normal aussi. Dans le business, si vous lancez un produit concurrent, fais-le mieux, pas à moitié, pas de demi-mesure. Un concurrent que tu laisses respirer reviendra te manger. Attention, la cruauté ici, c'est la détermination, pas la méchanceté. Phrase clé, la pitié pour l'ennemi, c'est de la cruauté envers soi-même. Loi numéro 16. Utiliser l'absence pour augmenter le respect. Plus tu es disponible, moins tu as de valeur perçue. Notre temps est précieux, ne l'oubliez jamais. La rareté crée le désir. Sache te retirer au bon moment pour que les gens te réclament. C'est important de ne pas être trop disponible, de ne pas laisser trop de temps. Moi je sais que pour me contacter, c'est pas facile de m'avoir, c'est très difficile. Mon téléphone est 3/4 du temps en silencieux, j'ai quasiment aucune notification et je mets parfois des semaines alors des jours en général, mais je peux mettre 1 à 2 semaines pour répondre. Mon temps est précieux, j'ai beaucoup de choses à faire et ce podcast est là pour apporter de la valeur, créer de la valeur. J'estime faire pas mal de mon quota par rapport à certaines personnes, mais je vais pas passer 20 heures par semaine à créer du contenu comme celui-ci en mode full valeur, puisque au bout d'un moment mon temps est précieux aussi et je suis pas disponible tout le temps. Dans le business, ne répondez pas en 3 secondes à chaque email, surtout pas, faut créer du timing, faut prendre le temps, laissez le temps. Justement, une offre limitée dans le temps vaut plus qu'une offre permanente. Le temps, à l'inverse, l'urgence est très puissante pour vendre, pour convertir. Et si tout le monde peut t'avoir, personne ne te veut vraiment. C'est le piège. Ce qui est rare et précieux, ce qui est disponible partout est gratuit. Loi numéro 17, cultiver l'imprévisibilité. Si les autres peuvent prédire ce que tu vas faire, ils te contrôlent. L'imprévisibilité génère peur et respect, soit stratégiquement incohérent de temps en temps. Et ouais. Il faut pas prédire, il faut rester imprévisible. Et ça, c'est quelque chose à faire au quotidien, dans votre contenu. Ne jamais être prévisible. Je vais vous faire des podcasts sur des sujets, qui seraient pas prévisibles à l'avance, par exemple. Des vidéos. Là, par exemple, une vidéo où je défends le business en ligne depuis 7 ans. Je pensais jamais faire trop d'IMO. Je vous ai sorti il y a 2-3 semaines une vidéo où je parle de mes galères IMO, où je vous fais visiter les maisons et tout. C'est complètement imprévisible. Des idées comme ça, j'en ai plein. Et je vais en faire d'autres. Il faut garder un côté imprévisible. Se dire, tiens, c'est ça aussi qui change pas mal de choses. Dans le business, changez de stratégie quand vos concurrents pensent vous avoir compris. Surprends tes clients avec un geste inattendu. La routine est l'ennemi du pouvoir. Il faut cultiver l'imprévisibilité. Quand personne ne sait ce que tu vas faire ensuite, tout le monde te regarde. Exactement. Loi numéro 18, ne construisez pas de forteresse. L'isolement est dangereux. Tu perds tes yeux et tes oreilles. Le pouvoir se nourrit de contacts, d'informations, de réseaux. Celui qui s'isole perd le contrôle de la réalité.
Et ça, c'est important aussi d'être au contact avec les gens, de travailler là-dessus. Vous pouvez reprendre toutes les lois du pouvoir, hein, les 47e autres lois du pouvoir que celles-ci, hein, et les appliquer pour entretenir tout ça. Il ne faut pas se couper du marché, de ses clients, de son réseau. Les entrepreneurs solitaires perdent le pouls de leur industrie. Il faut sortir, échanger, s'exposer au monde réel. Les murs que tu construis pour te protéger sont ceux qui te feront tomber. Et on est souvent le garant de son propre tombeau. Ne pas l'oublier, ça non plus. On a tendance à s'enterrer parfois nous-mêmes. Loi numéro 19, sachez à qui vous avez affaire. Ne trompez pas la mauvaise personne. Chaque individu réagit différemment. Certaines pardonneront, d'autres se vengeront à vie. Attention à ça. Étudiez votre adversaire avant d'agir. Il faut connaître son adversaire avant de faire quoi que ce soit. Parce que les répercussions peuvent parfois être assez graves. Dans le business, ça va être de qualifier ses prospects. Il ne faut pas vendre à n'importe qui. Il faut faire attention à des personnes qui peuvent parfois très mal le prendre. C'est comme ça, c'est leur paradigme. Donc il faut bien chercher en amont à faire le travail. Certains clients sont des bombes à retardement, mauvais payeurs, chronophages, toxiques. J'en ai fait l'expérience, croyez-moi. Et ça, je l'ai vu. Donc ces personnes-là, de toute façon, sont d'office blacklistées, mais parfois on peut être étonné de l'attitude de certaines personnes avec qui on est amené à travailler. Et puis mieux vaut un client bien choisi que 10 clients dangereux. Mieux vaut un client bien choisi que 10 clients dangereux, clairement. Ne lance jamais une guerre contre quelqu'un que tu n'as pas étudié. 20e loi du pouvoir. Ne vous engagez envers personne. Ouais, celle-là, elle est dure, mais oui. Reste neutre le plus longtemps possible. En ne prenant pas parti, tu préserves ton indépendance. Les deux camps te courtisent au lieu de t'ignorer. Il faut prendre le temps avant de rejoindre l'un ou l'autre camp. Il faut laisser les choses se faire. Puisque comme ça permet également de peut-être prendre la meilleure décision à ce moment-là. Ne mets pas dans le business, l'application business, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Un seul client, un seul fournisseur. Je ne cesse de le répéter, c'est le piège. Diversifie tes sources de revenus. Et là, je ne peux que vous renvoyer sur le podcast de la semaine dernière où on parlait du fait d'être multi-asset. Allez voir ce podcast si vous ne l'avez toujours pas écouté. Vraiment, je pense qu'il va vous aider, il va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses dans le fait de posséder plusieurs sources de revenus et plusieurs types de sources de revenus. Et garder toujours des options ouvertes. Celui qui ne dépend de personne est celui que tout le monde veut dans son camp. Loi numéro 21, feignez la naïveté pour piéger le naïf. Faire croire aux autres qu'ils sont plus malins que vous. Quand quelqu'un se sent supérieur, il baisse sa garde, c'est là que tu frappes. J'adore celui-là, j'adore passer pour un imbécile. Les personnes qui me connaissent personnellement le voient. Moi, sur Internet, non, puisque je considère être là pour apporter de la valeur et tâcher de vous aider, de passer d'un point A à un point B. Si vous travaillez avec moi, c'est la même chose. Mais au quotidien, dans certaines situations, c'est bien de passer pour un peu le bêta de la pièce. Ça fonctionne extrêmement bien. En négociation, il faut laisser l'autre croire qu'il gagne. Il faut passer pour le mec dépité, alors qu'en fait, stratégiquement, vous vouliez vendre ce produit au prix que vous vouliez le vendre. Mais c'est juste que vous êtes dépité. Posez des questions naïves pour obtenir des informations clés, des trucs très bêtes. C'est sous-estimé, libre d'agir sans méfiance. Laisse l'autre se croire roi. Pendant ce temps, tu construis ton empire. Elle est pas mal celle-là. Loi numéro 22, on arrive à la fin. Capitulation égale transformation. Quand tu es faible, ne te bats pas. Rends-toi. La reddition te donne du temps pour te regrouper. Se battre par orgueil qu'on ne peut pas gagner égale suicide. Il faut parfois lâcher l'affaire. C'est pas toujours facile, ça fait parfois du mal à l'ego, mais vaut mieux capituler, lâcher l'affaire et ensuite savoir rebondir. Dans le business, ça peut être un projet qui marche pas. Arrête les frais, pivote, recommence plus fort. C'est ce que je vous ai dit au début de ce podcast. Par exemple, faire ce type d'épisode, je l'ai déjà dit, mais ça va me prendre quelques heures, c'est pas mal de boulot. Si au bout d'un moment, je vois que l'audience ne suit pas et que j'ai pas les résultats attendus, je switch, je fais autre chose. Je vais pas laisser
mourir en fait le truc, je préfère capituler, me dire au moins je l'ai fait, j'ai essayé et je passe à autre chose. C'est pareil pour une entreprise, c'est pareil pour un business, c'est pareil pour plein de choses, c'est pareil pour des relations, c'est pareil pour... ça s'applique en fait au quotidien. Il faut éviter d'aller parfois au bout des choses et il vaut mieux s'arrêter avant. Accepter un échec temporaire pour préparer une victoire future. Le plus important, c'est la victoire long terme. Et le pivot n'est pas un aveu de faiblesse, c'est de l'intelligence stratégique. Il y a plus de courage à reconnaître sa défaite qu'à mourir pour rien. Elle est bien cette phrase, elle est très très bien. Très très bien. Loi numéro 23, avant-dernière loi de cet épisode. Concentrez vos forces. Ne dispersez pas votre énergie, votre temps, vos ressources. Concentrez tout sur un point de frappe décisif. La profondeur bat toujours la largeur. Dans le business, ça va être quoi ça va être une offre phare. C'est parfois supérieur à 10 offres moyennes. Un canal d'acquisition maîtrisé, ça peut être meilleur que 5 canaux plutôt, l'orthographe, la grammaire plutôt, médiocre. Et une niche dominée, c'est mieux qu'un marché généraliste. C'est bien de concentrer ses forces, concentrer son énergie. Je vous expliquais ça dans un précédent podcast. C'est comme sa zone de génie, c'est pareil. Il faut définir quel est l'endroit où vous êtes bon et mettre toute son énergie dessus. Vraiment. Et la dernière loi de cet épisode, la loi 24, jouer le courtisan parfait. Maîtrisez l'art de flatter sans paraître obéquieux. Sachez vous abaisser devant les grands tout en gardant votre dignité. Le courtisan naïf flatte grossièrement, le courtisan brillant rend le pouvoir agréable. Ne jamais ramener la conversation à soi, ça c'est quelque chose à éviter. Vaut mieux poser des questions, demander, flatter de manière indirecte, complimenter le choix par la personne, maîtriser ses émotions en toutes circonstances et s'adapter au ton et au rythme de chaque interlocuteur. C'est comme ça en fait qu'on arrive finalement à jouer les courtisans et on peut obtenir de nombreuses choses de cette manière-là. Comment après également l'appliquer dans le business? Ça peut être avec des gros clients, des partenaires. Il faut s'adapter à leur style, faut pas être arrogant, faut savoir faire précisément ce qu'il faut. Et puis l'intelligence relationnelle rapporte plus que l'intelligence technique. Le talent te fait rentrer, l'intelligence sociale te fait rester. Voilà pour ces 48 divisé par 2, 24 lois du pouvoir de ce livre de Robert Greene. Donc la semaine prochaine, on va voir ensemble les 24 dernières lois du pouvoir. C'est un podcast où j'ai beaucoup lu malheureusement parce qu'il y a énormément de contenu en fait. Et encore, je pense que j'aurais peut-être pu faire ça en 4 épisodes, mais après je me suis dit non, 4 épisodes sur le même livre, c'est trop long. Donc je vous ferai donc l'autre épisode la semaine prochaine, donc sur les 24 dernières lois. Et voilà, je pense que ça sera déjà pas mal. C'est assez crevant comme épisode. Je me rends compte que là, j'en ai un deuxième à tourner après. Ouah, ça va être chaud. Mais bon, ça va le faire. En tout cas, voilà, je vais pas faire de conclusion sur celui-ci. Juste vous dire que j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ces 24 premières lois que l'on a vues ensemble vont vous aider dans votre quotidien, à vous défendre face à la manipulation ou... Ça vous fait ce que vous voulez, mais à l'utiliser, un mauvais escient, mais faites attention à ça quand même. Surtout à se protéger, à évoluer, à apprendre et à toujours s'améliorer. Voilà, si cet épisode vous a plu, mettez une note sur Apple Podcast, évidemment une note 5 étoiles. N'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas également sur YouTube à mettre un pouce bleu pour aider au référencement, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire, à partager ce contenu à quelqu'un autour de vous qui aimerait connaître les 48 lois du pouvoir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. On va terminer donc ce livre, on va voir les dernières lois du pouvoir. J'ai hâte qu'on voit ensemble les dernières et vous allez voir, il y a des choses qui sont très surprenantes. J'ai 2 choses à vous souhaiter. La première, c'est à la semaine prochaine déjà. Et surtout, à votre succès.